il y a eu une sorte de vent de panique. Il faut dire la vérité, c'est que l'offre diminue, c'est que les importations s'arrêtent. Donc, il y a eu plus de panique interne qu'au niveau externe. C'est-à-dire que les gens sont rués sur les marchés pour s'approvisionner, faire des stocks sur 3, 4, 5 mois. Donc, les rayons étaient plus ou moins vides. Il y avait des aliments qui étaient un peu absents sur le marché. Mais en réalité, quand on s'est rapproché du service des douanes, on s'est rendu compte que l'approvisionnement du pays, en termes de bateaux, n'a pas été rompu. Les mêmes quantités étaient rentrées au même moment aux années précédentes. Donc, ça veut dire que cette crise d'offre n'était pas là, liée à l'importation des denrées, surtout au niveau local, où il y avait une panique qui a pris la population, les gens se sont rués sur les marchés pour faire leur approvisionnement, et évidemment, les spéculations aussi, on en profitait pour augmenter un peu le coût. Et vous avez dit un élément aussi qui est très important, qui est une réalité un peu de notre pays, c'est cet accès économique. C'est quand on voit 90% de la population qui est dans l'informel, qui achète au jour le jour, et évidemment, leurs revenus se trouvent baissés, pas parce que, comme vous l'avez si bien dit, parce qu'il y a des malades, mais c'est surtout lié au fait qu'on ne comprenait pas encore comment les choses évoluent, donc le travail n'était plus accessible assez facilement, tout le monde s'est préservé par rapport à cette pandémie. Évidemment, les billets qui montaient chaque jour pour descendre avec du quoi acheter le lendemain, ont vu le revenu baisser, donc cette crise, elle était là. Mais dans un pays comme la Mauritanie, évidemment, le gouvernement a pris des mesures d'accompagnement, mais je mettrais plutôt l'accent sur les mesures sociales, puisque dans beaucoup de régions, dans beaucoup de quartiers, les gens se sont organisés et ont créé des mécanismes d'approvisionnement, de distribution gratuite à des groupes les plus vulnérables pour essayer de les soutenir par rapport à cette accessibilité économique. Donc, ça a été une très importante solidarité qui s'est développée autour de cette pandémie. Dernier mot qui était aussi très important pour nous, évidemment, la Mauritanie n'est pas dans la CEDEAO, mais à chaque fois de la CEDEAO et la Mauritanie, il y a beaucoup d'éléments sur lesquels nous sommes. Cette dimension d'approvisionnement régional, je ne sais pas encore, mais on va prendre les informations par rapport à ça. Et je pense que c'est un élément très important pour notre pays d'être dans une politique régionale que d'être dans une individuelle. Évidemment, quand on est sous-régional, il y a le partage de coûts, le partage de risques et puis évidemment la mutualisation des moyens, qui sont des éléments importants pour tout un chacun. Selon votre expérience, puisque ce n'est pas votre première intervention sur la thématique, vous avez connu d'autres régions par ailleurs. Selon vous, parce que cette pandémie, elle est là, comme on dit, il faut qu'on apprenne à vivre avec. Pour vivre avec, qu'est-ce que nous, un pays comme la Mauritanie ou comme les pays de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, vous connaissez bien notre système économique, vous connaissez bien notre système par rapport à la sécurité alimentaire, comment on peut mettre en place des stratégies viables qui permettraient à ces 90% de la population qui sont dans l'informel à pouvoir avoir une meilleure résilience par rapport à ce type de qui, nous pensons, va encore rester avec nous. Parce qu'en 2020, on ne le savait pas, mais maintenant on le sait, et il va falloir que nous prenions des mesures, mesures préventives plus coercitives. Merci beaucoup. Alors bon, effectivement, c'est une question difficile, hein, mais moi, ce que je remarque, c'est que les pays africains, d'une manière générale, pas seulement les pays ouest-africains, mais les pays africains, d'une manière générale, ont plutôt été moins affectés par cette pandémie. Alors, est-ce que c'est parce que réellement la pandémie a frappé moins fort les pays africains? Est-ce que c'est parce que les populations, pour différentes raisons, sont plus résistantes que dans d'autres régions du monde? Est-ce que c'est parce que les gouvernements ont mieux géré la crise que dans d'autres régions du monde? Est-ce que certains ont dit, alors je ne sais pas si, moi je ne suis pas du tout médecin, hein, mais il y a aussi la thèse que hier il y avait quelqu'un de l'IHU de Marseille, que l'hydroxychloroquine est un médicament efficace contre ce virus. Et c'est vrai que bon, l'hydroxychloroquine, c'est quelque chose qui est assez familier dans tous les pays où sévit le paludisme. Bon, il y a beaucoup d'interrogations, mais
Mais moi, ce que je remarque, c'est que finalement, les pays africains qui ont beaucoup moins de moyens que des pays beaucoup plus riches comme les pays européens ou les pays nord-américains, finalement, peut-être ont été moins touchés par cette pandémie, mais aussi peut-être d'une certaine manière l'ont mieux gérée, malgré le fait d'avoir moins de moyens. Moi, j'ai été quand même assez. Alors, bon, bien sûr, il y a des exceptions, mais globalement, j'ai été assez intéressé par la sagesse des mesures prises, qui souvent, justement, n'ont pas été disproportionnées. Les gens se sont dit, chez nous, il y a très peu de cas. On ne va pas bloquer toute l'économie et puis affamer les gens, sachant que il y a finalement assez peu de moyens pour soutenir les populations en difficulté. Donc, on a pris des mesures plus modérées que ce qu'on a fait en France, par exemple, où on a confiné l'ensemble de la population d'une manière très forte. J'ai trouvé aussi que j'étais très, très intéressé par l'exposé du professeur Ayesu tout à l'heure. Par exemple, cette piste aussi de se dire, bon, il y a effectivement la piste des médicaments, de la prévention, les masques, la distanciation sociale, tout ça. Mais il y a aussi la piste de l'alimentation. Et en France, on raconte beaucoup qu'effectivement, la vitamine C, la vitamine D, le zinc, c'est des choses qui renforcent les défenses immunitaires, notamment contre ce virus-là. Mais ceci dit, ça ne fait pas partie de la politique publique de gestion de l'épidémie. Le fait de prescrire aux gens, que ce soit à travers les aliments ou même à travers des comprimés simplement de vitamine D, de zinc, etc. Donc c'est un élément qui n'est pas du tout intégré finalement dans la politique de gestion de la crise. Et moi, je trouve que dans tout ce que j'entends sur les politiques des pays africains, je trouve qu'il y a beaucoup de sagesse, de solutions finalement accessibles aux populations, un accord aussi avec leurs habitudes, qui ont été essayées, explorées et qui finalement, semble-t-il, ont pas mal marché du tout. Donc moi, j'ai vraiment l'impression que cette crise a été plutôt bien gérée dans beaucoup de pays d'Afrique. Franck, oui. C'est bien ce que vous avez dit par rapport, par exemple, à la politique des pays africains. Quand je prends l'exemple de la Mauritanie, je pense que le gouvernement a su les gérer de manière intelligente et sagesse aussi pour faire face à la pandémie. Même cette deuxième pandémie, cette deuxième phase qui est là actuellement, bien qu'on a connu des chiffres plus élevés, aujourd'hui on est à la baisse, les choses se tassent un petit peu, donc c'est encourageant, mais on a vu que les mesures qui ont été prises ont permis quand même, en tirant les première phase, puisque la première phase, on avait arrêté tout, le marché était quasiment fermé. Là, le marché était ouvert, mais on a géré un peu cette accessibilité au marché, cet accès au marché et le couvre-feu qui était à un certain moment mis à des heures qui permettraient même aux travailleurs informels de pouvoir aller travailler et de rentrer. Donc, l'impact économique va être moins grave par rapport à ce qui s'est passé auparavant. Évidemment, il y a beaucoup de spéculations sur le fait que ça a été moins grave dans nos pays, la jeunesse de la population ou bien notre manière de vivre, on est plus dans des espaces ouverts que dans des espaces confinés, fermés. Donc, mais scientifiquement, tout ça, ça reste à démontrer, bien sûr. Donc, je ne sais pas, M. Yacouba Tandja, vous avez une question? Vous avez la main ou bien? Yacouba? Non, apparemment, c'est une ancienne main. Je vois Nicolas aussi, sa main. Nicolas, c'est une question ou c'était là bien avant? Nicolas Issou. Je pense que c'est bien avant. La main, elle est restée. C'est bon. D'accord, c'est une ancienne main. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Je ne sais pas, M. Franck, si vous avez quelques compléments d'information ou quelques éléments que vous pouvez partager avec nous sur la base c'est ce que j'allais dire. Vos expériences. Je voudrais. Oui, c'est toujours intéressant en attendant de passer au prochain. Pour prolonger un petit peu sur la présentation, on voit que il y a eu des problèmes alimentaires
générées par cette crise sanitaire, y compris dans les pays riches. Je lisais l'autre jour qu'on parle de plusieurs millions de personnes aux États-Unis, par exemple, qui auraient été mis en difficulté alimentaire à cause de cette crise sanitaire. Et le point que je voudrais souligner, c'est le fait que jusqu'ici, cette crise alimentaire n'a été qu'une crise de demande. Mais que soit la suite de cette crise, soit une prochaine crise pourrait être aussi une crise d'offres. Et je voudrais illustrer par un exemple que peut-être qui va être familier à beaucoup des gens qui assistent à cette conférence, de ce qui est une crise qui est à la fois une crise d'offres et une crise de demande. Cet exemple-là, c'est celui des crises qui sont assez fréquentes au Sahel quand on a une sécheresse. Oui, il est sorti. Et quand on a une sécheresse dans les pays du Sahel, très souvent, ça se traduit par une production céréalière qui est faible et des prix des céréales qui montent très fortement, notamment des céréales locales, le mil, le sorgho. Et du coup, on a une crise d'offres liée à cette augmentation du prix des céréales. Mais parallèlement, pour une certaine partie de la population, et notamment pour les éleveurs, on a aussi une crise de demande. C'est-à-dire que quand il y a une sécheresse, ça affecte les céréales et le prix des céréales, mais ça affecte aussi les pâturages, les points d'eau. Du coup, les éleveurs ont des animaux qui maigrissent, ont des animaux qui meurent. Du point de vue des éleveurs, c'est une baisse de leur capital et c'est une baisse de leurs revenus. Et donc, les éleveurs, c'est une population que quand il y a une sécheresse, ils sont frappés à la fois par une crise de demande parce que leurs revenus baissent et par une crise d'offres parce qu'ils doivent acheter des céréales par la vente de leurs animaux alors que les céréales sont plus chères et que leurs animaux, eux, sont moins chers et qu'ils en ont perdu une partie. Donc, du coup, ça illustre bien vraiment la double peine que représente une crise qui est à la fois une crise d'offres et de demande. Et je pense que ça, c'est vraiment le danger le plus fort. C'est une crise qui finalement frappe les gens des deux côtés, du côté de l'offre et du côté de la demande. Nicolas, merci de votre contribution qui nous a été très utile et très intéressante, qui nous a éclairé sur ce point de crise alimentaire, surtout par rapport à la pandémie COVID-19. Donc, comme il n'y a pas de questions, nous allons passer la parole à la salle pour le prochain intervenant, Monsieur Wagué, professeur de faculté de sciences. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, M. Diagana. Donc, nous sommes vraiment éclairés sur cet aspect crise alimentaire et sécurité alimentaire par ces deux interventions qui sont citées tout à l'heure, celle de Nicolas Ayessou et de Franck Galtier, vraiment riches en informations et qui nous ont édifiés sur pas mal de... C'est la partie.